quelques éléments. Donc, juste pour vous dire que je ne suis pas médecin, je ne suis pas virologiste, je suis qu'un scientifique. Donc, ce que je vais vous apporter, c'est simplement les faits de publications scientifiques que j'ai trouvées. Et je n'ai aucun conflit d'intérêt, hein, je n'ai pas des actions des sociétés que je cite leurs résultats. Et en fait, le but, c'est de vous exposer les faits scientifiques que pour que vous puissiez prendre une décision pour vous et vos proches de manière éclairée. Voilà, c'est ça l'objectif de mon exposé. Donc, on est nombreux. En ce moment, on est 143. Donc, je crois que c'est la première fois qu'on a fait pour moi utiliser Teams avec autant de participants. Donc, pour garantir plus de flux et de meilleure qualité de mon exposé, donc je vous demande d'éteindre vos caméras et couper vos micros hein, quand vous ne posez pas de questions. Lorsque je vais présenter, je n'ai pas de fenêtre de conversation, donc Myriam va suivre ça et me fait signe. Voilà. Et que donc cet exposé sera enregistré parce que beaucoup de collègues ne sont pas disponibles sur ce créneau. Ils auraient aimé d'assister, donc je leur ai promis que l'exposé sera enregistré, qu'ils puissent voir ça à leur convenance. Donc je vais déjà exposer. Vous voyez mon écran? Oui, oui, tout à fait. Ok. Oui. Myriam, peux-tu déclencher l'enregistrement parce que moi, j'ai plus la main dessus. C'est fait. C'est fait, ok. Donc, je mets en plein écran. Voilà. Donc, comme annoncé, hein, donc je vous fais un état des lieux du développement des approches vaccinales contre le virus SARS-CoV-2. Voilà. Donc, il y a principalement trois parties. La première partie, je vous montre un peu les différentes approches. Et comme les deux premiers vaccins autorisés en France sont de technologie, ce qu'on appelle la thérapeutique d'ARN messager, donc je fais une petite introduction sur cette technologie qui n'est pas aussi récente que ça. Et après, je vais vous exposer les données de ces deux premiers vaccins développés par BioNTech associé avec Pfizer et développés par Moderna. Donc, avant tout, juste un mot sur le délai de développement de vaccins. Donc, généralement, on dit que ça prend 10 à 15 ans, voire plus, parce qu'il y a différentes étapes, hein, parce que il faut d'abord toute la partie de découverte, des études de recherche, de développement préclinique, et après les différentes étapes de développement clinique. À la fin, pour une soumission, une demande de licence de produits biologiques, hein, on s'appelle la PLA, et l'approbation des agences réglementaires, puis la production grande échelle. Donc, mis bout à bout, ça peut prendre 10 à 15 ans, voire plus, voilà, en cas de succès. Alors, pourquoi ça fait extrêmement rapidement dans le cas de SARS-CoV-2? D'une part, il y a déjà du développement des recherches à cause de SARS-CoV-1 en 2003 et après le MERS, donc 2011-2012, même si ça n'a pas été abouti, et parce que la pandémie s'est arrêtée, on ne part pas d'une feuille blanche. On a commencé un peu de développement sur le coronavirus. Donc, on sait déjà un tout petit peu. Donc, ça permet de déclencher parce que, en fait, ils sont des développements qui sont allés jusqu'à phase 1. Donc, ça permet d'avoir un développement assez rapide
Et pour la partie de l'essai clinique, en fait, on n'a négligé aucune étape. On va vite, mais on n'a sauté aucune étape. Et simplement, on a empilé des étapes. Donc, on a fait les phases 1, phase 2 empilées, et phase 2, phase 3 empilées, et surtout, grâce aux aides des États, les sociétés ont pu commencer à préparer la production pendant la phase 3. Donc, en fait, on n'attend pas l'autorisation des autorités pour lancer la production. On fait la production avant, puisque c'est subventionné par le public. Et si jamais c'est un échec, bon, c'est un échec. Voilà. Et au lieu de faire une demande d'autorisation de licence pour les produits biologiques, on fait une demande d'autorisation d'usage urgence. D'accord? Donc, et c'est ça, ça change complètement, puisque au lieu de prendre un ou 2 ans d'examen, c'est 1 mois ou 2 mois, voire quelques semaines. Donc, du coup, c'est la raison pour laquelle on a pu développer les vaccins aussi rapidement, mais il n'y a aucune étape de négligée, et que l'autorisation, ce n'est qu'une autorisation provisoire, et que l'autorisation en bonne et due forme, ça viendra beaucoup plus tard, en fonction de pharmacovigilance, etc. Voilà. Donc je pense que c'est un point qui mérite d'être souligné. Alors, quand on parle de développement de vaccins, donc, je montre ici les différentes étapes du développement de maladies. Ce sont des notions que vous avez déjà acquis depuis maintenant 1 an. Donc, il y a différentes étapes. Il y a les étapes d'exposition. Il y a différents paramètres qui rentrent en jeu, notamment ce fameux facteur R0. Et aussi d'autres risques. Et l'étape de l'infection, donc on peut intervenir, il y a différents facteurs, on peut intervenir en s'équipant, en observant les barrières de protection. Et il y a aussi un effet de dose, puisque si on est en contact de manière extrêmement brève, on a peu de chances on a reçu des doses très faibles, on a peu de chances de développer, sinon on a plus de chances de développer une maladie. Alors, une fois on a développé une maladie, dans le cas de Covid-19, on a la chance que, en fait, il y a peu de gens qui vont aller développer une forme sévère, et qu'on connaît les facteurs de risque, l'âge, comorbidité, etc. Et parmi cette population à risque, il y a un certain nombre qui vont aller jusqu'à la mort, quoi. Voilà. Et quand on développe un médicament, un vaccin, donc c'est aussi un médicament de prévention, en fait, il y a différentes étapes, différents objectifs qu'on appelle endpoints. Ah oui, je voudrais dire que comme j'ai pris les données de publications scientifiques et sont en anglais, par cohérence, donc j'ai continué ma présentation en anglais, puisqu'on est dans un milieu professionnel, ça pose aucun problème. Voilà. Donc, en fait, il y a différents endpoints possibles. Effectivement, le Graal, c'est d'avoir le total jusqu'à la prévention de transmission. Pour l'instant, on ne sait pas encore si les 2 vaccins approuvés en France arrivent jusqu'à ce point-là. Et je pense probablement que non, je vais montrer pourquoi. Alors, quand on développe les thérapeutiques, un vaccin c'est un thérapeutique, qu'on a besoin beaucoup de tests pour ça. Et les tests les plus courants que vous connaissez tous, c'est les tests qui sont utilisés dans le diagnostic, les RT-qPCR. Alors pour les non-unifiés, RT pour Reverse Transcription, ça veut dire les transcriptions reverse, puisque c'est un virus à l'ARN. Il faut d'abord le copier en ADN. Et après, on fait une amplification par une méthode qui s'appelle Polymerase Chain Reaction. Le petit q pour dire c'est quantitatif. Voilà, RT-qPCR. Et après, on a des tests sérologiques, c'est les dosages des anticorps. Et le plus courant, plus pratiqué, c'est les RT-PCR avec un prélèvement nasopharyngé dans le nez. On voit très bien les tests de sensibilité et en fonction de cours de maladie, d'infection.
On pourrait aussi utiliser les salives, et malheureusement, c'est pas assez développé en France. Et que vous pouvez voir en termes de sensibilité, il n'y a pas très grand écart, et c'est extrêmement facile à utiliser. Il suffit de cracher dans le tube, et même si c'est un peu moins sensible, je pense que ça permet vraiment développer ces tests de manière à très grande échelle. On n'a pas besoin de prélèvement qui requiert une certaine technicité. On peut aussi détecter la trace virus dans les selles qui sont moins sensibles au départ, mais à la fin qui peut être plus sensible que les textes salivaires, puisque si on est au-delà de 3 semaines, il n'y a plus de virus dans la salive. Mais c'est aussi une méthode de test. Alors, on peut faire des tests sérologiques. Évidemment, sérologiques, il faut que l'infection s'installe, que le corps développe des réponses immunitaires, on peut le doser. Voilà. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de standardisation de ces tests. C'est extrêmement variable. Dans le cas de RT-PCR, ça dépend beaucoup d'amorces utilisées. Certaines amorces utilisées peuvent révéler certains types de souches, hein, comme vous avez entendu parler qu'il y a un kit de RT-PCR qui donne des anomalies d'amplification qui révèlent possiblement la présence de souches britanniques, quoi. Alors, juste pour montrer, ça c'est la composition de virus avec son virion. Donc, il y a les protéines membranaires, hein, donc ces protéines spicules, spike, qui se lient sur le récepteur cellulaire, mais il n'y a pas que ça. Il y a les protéines membranaires, enveloppes, nucléocapsides, bien sûr, les ARN virales. Ce que montrait la figure ici, c'est qu'en fonction de différents types de protéines, qui va déclencher principalement les reconnaissances par les anticorps, que ce soit l'immunoglobine ou les anticorps neutralisants. Par contre, dans les réponses cellulaires, donc les cellules lymphocytes T, il peut aussi déclencher sur les cadres de lecture ouverts, sur lesquels les ARN messagers codent pour des protéines. Donc en fait, les ensembles de réponses immunologiques peuvent pour origine soit des protéines, mais aussi des ARN. Alors ça, c'est un schéma d'infection-développement, d'infection et aussi développement de réponses immunitaires adaptatives. Hein. Donc il y a une infection de virus, l'invasion de virus, la traduction en protéines, excrétion de nouveaux virus, donc qui peut déclencher des réponses, que ce soit des immunoglobulines aux protéines neutralisantes, ce qu'on appelle les réponses humorales, ou des réponses de lymphocytes T, ce qu'on appelle les réponses cellulaires, qui peut aller attaquer les cellules infectées et de les tuer. Donc principalement les cytokines, et ce qu'on a recherché, c'est les voies TH1, que je ne vais pas rentrer dans les détails, qui sont principalement des interférons et IL2, etc. Alors, par la voie d'infection, quand on parle de voie d'infection naturelle, en fait, on est infecté d'abord à travers la voie aérienne supérieure, hein, le nez, la bouche, le trachée, etc. Puis ça descend dans le poumon. Et donc, de ce fait qu'il y a différents anticorps immunoglobulines qui sont développés, dans la voie aérienne supérieure, c'est plutôt les immunoglobulines de la famille A, et dans le poumon, c'est essentiellement G, mais aussi M. Donc, selon les voies de vaccination, si on fait des vaccinations intramusculaires, intradermales, c'est principalement les immunoglobulines G et M qui vont être développées. C'est quoi la conséquence? La conséquence, c'est-à-dire qu'en fait, la voie supérieure aérienne n'est pas du tout protégée puisqu'il n'y a pas d'immunoglobuline A. Donc, il est probable, quand on fait des vaccinations par ces voies d'administration, qu'on peut être réinfecté la voie
aérienne supérieure, sans conséquence sur le poumon, puisqu'il y a déjà des vaccinations. Et du coup, on peut être des porteurs sains, c'est qu'on est vacciné, mais on peut se faire infecter sans syndrome et réinfecter d'autres et qui ne sont pas immunisés. Donc ça veut dire que même si aujourd'hui, les gens qui sont vaccinés, il faut continuer, eux, qu'ils appliquent les protections pour ne pas réinfecter aux autres. Par contre, il y a des développements de vaccins avec la voie intranasale, donc, etc. Et ce type de vaccination est susceptible de protéger à la fois la voie aérienne supérieure et le poumon. Et peut-être, c'est par ces voies-là qu'on arrive à aller trouver les Graals, ça veut dire que trouver des vaccins qui est susceptible de aussi protéger la transmission. Voilà. Voilà. Peut-être, ça c'est un point de vue théorique, mais peut-être les développements actuels peuvent aussi prévenir la retransmission. Alors, avant de vous montrer les données de développement de vaccins, je vais vous montrer une étude qui est relativement récente, puisque ça a été déposé pour publication le 5 novembre sur 87 patients infectés qui ont regardé les anticorps sur la durée, c'est-à-dire 1 mois après l'infection et 6 mois après. Donc ici, vous voyez les immunoglobulines G et M. Donc, il y a une petite diminution de la quantité. Immunoglobine A, qui n'a presque pas de diminution. Ça, c'est l'immunoglobine en total. Vous voyez, il y a bon maintien. Et quand on fait un rapport 6 mois sur 1 mois, bon, il y a une petite réduction sur immunoglobine M et G, presque pas sur A, et si on regarde l'ensemble, il n'y a pas de diminution. Ça veut dire que chez les patients, les 87 patients, une fois on a une réponse immunitaire, ça tient au moins 6 mois, c'est plutôt une bonne chose, donc ça pourrait être un peu plus long. Et quand on regarde au niveau des anticorps neutralisants, c'est à peu près pareil. Alors, dans cette même étude, ils ont regardé sur les 14 patients, ils ont pu avoir des biopsies dans les intestins. Et donc, c'est une étude de coloration par immunofluorescence sur les différentes protéines virales. Et ils ont pu révéler, au bout de 3 mois, des colorations sur ces prélèvements. En même temps, ils ont fait des coupes de microscopie électronique. Ils ont pu identifier des structures qui ressemblent beaucoup à des virions. Donc, pour l'instant, bon, ça c'est la recherche, c'est aujourd'hui ce qu'on a trouvé chez les patients. Alors, la discussion de cet article est de dire que, ok, en fait, on le trouve, c'est pas parce qu'on est infecté et après on n'a plus de syndrome que peut-être le virus est complètement parti de notre corps, peut-être ça reste, peut-être c'est vivant, peut-être ce n'est plus vivant, mais peut-être leur présence est aussi une cause de maintien de réponse immunitaire, puisqu'ils sont toujours présents, soit morts, soit vivants, mais c'est la recherche qui va nous dire plus tard ce que c'est. Ça peut être... je pense que c'est intéressant de montrer ça, quoi. Alors maintenant, revenons sur le développement de différentes approches vaccinales contre SARS-CoV-2. Donc ça, je vous remets la structure de virion. Les approches principales sont focalisées sur la protéine spike et même sur la partie qui se liée au récepteur cellulaire, ce qu'on appelle RBD. Donc les approches, il y a vraiment beaucoup d'approches. La première approche, qui est l'approche historique. On prend les virus, on les inactive par les procédés chimiques, on les réinjecte. Et donc ça, il y a déjà deux vaccins qui ont approuvé les 2 virus chinois, et il y en a d'autres, il y en a un français en développement.
L'avantage de ça, par rapport d'actualité, je dirais, c'est que les autres développements, c'est sur la protéine, une des protéines, et voire sur une partie, et que quand cette protéine va être mutée, ça pourrait amener à tout dépend du site de mutation et tout dépend de reconnaissance de vaccin hein, qui va provoquer. Ça pourrait théoriquement amener à affecter l'efficacité de ça. Et quand on fait une approche sur l'ensemble des virus, donc ce risque est dilué. Donc en fait, il y a différentes approches vaccinales, on pourrait avoir différentes réponses. Alors, la deuxième approche, c'est qu'on prend toujours le virus vivant, mais on fait des manipulations génétiques pour atténuer sa virulence. Donc, il y a des développements en cours en Inde, notamment, et aussi dans d'autres pays. Alors, troisième développement, c'est les protéines recombinantes, c'est-à-dire qu'on va fabriquer la protéine spike ou la peptide, hein, tout court. Ça, c'est l'approche de Sanofi GSK, d'une société américaine, donc Novavax, et aussi à Russie, l'Institut Victor, et aussi une société américaine qui travaille sur le peptide. En fait, le peptide, la protéine elle-même, c'est 180 kilodaltons, donc c'est une protéine de taille respectable, puisque ça fait à peu près 1800 acides aminés. Le peptide fait à peu près 180. Voilà. Donc il est composé de deux parties, N-terminal et C-terminal. Donc on fait par des techniques de protéines recombinantes les protéines et qu'on va injecter pour déclencher des réponses immunitaires. Alors, quatrième approche, ce qu'on appelle des vaccins avec utiliser des vecteurs viraux qui ne peuvent pas être répliqués et dans lequel, en fait, on fait la thérapie génie, en gros. On va insérer encore une fois la protéine spike. On utilise des capsides viraux pour transfecter. Alors, on utilise, dans le cas de l'approche AstraZeneca, Université d'Oxford, des adénovirus de chimpanzés. Alors pourquoi ils sont allés chercher chimpanzés? Parce que les adénovirus, il y a différents sérotypes, parce que la grippe peut aussi véhiculer par adénovirus. Donc en fait, le corps humain peut intrinsèquement avoir développé des anticorps selon la sérologie. Ça peut neutraliser le vaccin. Voilà. Et Johnson & Johnson, c'est du sérologie 26, qui est relativement rare. Je pense que le chinois, c'est du sérologie 5 qui est relativement commun. Le virus, c'est une combinaison de sérologie 5 et sérologie 26. Et la société italienne Retera, c'est un adénovirus de gorille. On peut aussi utiliser des vaccins avec des réplications, peut-être répliqués, auto-répliqués. C'est l'approche de Pasteur associé au MEC américain. Je crois que c'est rougeole, hein, on utilise des rougeoles pour ça. Il y a aussi le développement en Chine. Je pense qu'ils ne sont pas encore, celui de Pasteur, ils ne sont pas encore en phase 1. On peut utiliser cette fois-ci que le capside viral, tout ça, inactivé. On peut utiliser une plasmide, l'ADN codant les protéines spike, par exemple. Là, il y a un développement aux États-Unis. Et évidemment, vous avez entendu le développement de messagers, hein, qui est fait par donc, BioNTech, Pfizer, Moderna. Et le troisième en développement, c'est CureVac avec Bayer. Ils ont commencé leur phase 3 en décembre. Je pense qu'au mois de mars, ils vont arriver au niveau réglementaire. Il y a aussi développement en Chine, en propre, mais aussi celui-là, c'est en collaboration avec BioNTech et ils ont licencié le même, hein, c'est le même virus, mais fait en chinois par Fosun Pharmaceutique. Et Sanofi s'associe avec Translate Bio
mais il vient de commencer le phase 1, je crois. On peut aussi développer des approches antivaccinales cellulaires. Je crois que c'est les Chinois de Shenzhen qui ont développé ça, ils sont en phase 1. Alors ça, c'est juste pour montrer un snapshot de différents développements. Phase 1, phase 2, il y en a une centaine actuellement, et une dizaine arrivées en phase 3. Hein. Donc on avait les Moderna, et BioNTech, Pfizer, AstraZeneca, Johnson Johnson qui va arriver bientôt, je crois, les Russes, les Chinois, etc. Ça, c'est un panorama aujourd'hui. J'ai pris de cet article de novembre et j'ai complété. Il y a donc dans le monde occidental, donc il y a les 2 vaccins messagers qui sont approuvés. Celui de Oxford, AstraZeneca, il est approuvé en Angleterre, UK et en Inde, peut-être encore quelques d'autres pays. On attend le vaccin de Johnson Johnson. Alors, je vais parler, la deuxième partie, c'est vous présenter un peu l'approche thérapeutique avec les ARN messagers. Alors, donc, le découvert de l'ARN messager, ça remonte des années 60. Hein, c'est juste un an après la découverte de la structure de l'ADN. On commence à comprendre la structure. Il faut caper, il faut avoir différentes structures, tout ça. D'ARN polymérase SP6, SP7, hein, c'est dans les années 84-85, là où je commence à rentrer dans le domaine. Et il y a déjà un premier développement thérapeutique dans le domaine de l'oncologie contre le mélanome. Et en 2013, il y a le déploiement de tout ce qui est CRISPR-Cas9, hein, donc édition du génome, à partir des ARN, comme vous connaissez. Et que, en fait, le schéma de la pharmacologie, ça peut se résumer ici, c'est qu'on prépare une construction, en fait une plasmide, on insère le gène d'intérêt, et sous le polypromoteur de polymérase T7, hein, qui a été découvert en 1985. Donc en fait, c'est ça la technologie, c'est comment optimiser le cas de lecture ouvert, donc le gène qu'on veut faire traduire en protéines, avec toutes les constructions en amont, en arrière, etc., avec la technique de transfection, et une fois rentré, pour que ça puisse traduire en protéines, que ce soit excrété ou aller sur les membranes et déclencher des réponses immunitaires. Donc, il y a les principales applications, en plus de 90%, c'est dans la partie de oncologie pour l'immunothérapie, une petite partie en maladies infectieuses, en allergie, en remplacement de protéines. C'est aussi une variante thérapie génique. Thérapie génique, c'est qu'on fait rentrer une gène, exprimer les protéines qui remplacent une protéine défectueuse ou manquante. Et là, c'est qu'on fait fabriquer une protéine via les ARN messagers. On peut faire l'édition de génome. On peut faire aussi, dans la thérapie cellulaire, faire une reprogrammation. C'est-à-dire qu'en fait, on peut travailler sur les cellules souches. Alors ça, c'est tiré d'une publication d'une revue de 2014. Hein, donc, les flèches pleines, ça veut dire qu'elles sont déjà arrivées chez les humains. Et au jour d'aujourd'hui, toutes ces approches sont arrivées au stade humain. Et même, je dirais qu'il y a aussi les bêtises humaines qui est impliquée, puisque vous savez qu'il y a déjà 2 bébés nés modifiés par CRISPR-Cas9, dont le chercheur chinois est condamné et lourdement condamné. Voilà, donc je pense que c'est une technologie extrêmement puissante et il faut utiliser un bon escient. En termes de comparaison par rapport à d'autres approches que vous connaissez, peut-être donc les ARN interférences, les plasmides de l'ADN,
et messager. En fait, dans les tissus, tout dépend de tissus qui sont perméables avec dans les cellules endothéliales. Donc, si ce n'est pas très perméable, toutes ces approches, on développe peu, puisqu'on n'est pas capable de délivrer. Par contre, dans des tissus comme foie, comme tumeur, où il y a des vascularisations plus poreuses, et dans ce cas-là, que ce soit les trois approches sont plus développées. Donc, en fait, ces trois approches-là dépendent beaucoup des organes ou des tissus qu'on veut cibler. Alors, juste pour montrer que aujourd'hui, la construction s'est faite, comme je vous l'ai dit, avec différents principaux moyens de transfection, avec des liposomes, les nanoparticules, lipoplex, polyplex, c'est le polycation, et qui fait rentrer dedans. En fait, le défi, c'est dans un premier temps, comment délivrer une dose suffisante sans trop de toxicité. Donc, je reviendrai dessus. Et après, c'est la stabilité des ARN. Les ARN, elles sont beaucoup moins stables que l'ADN. Et aussi, les ARN peuvent aussi susciter pas mal de réponses immunitaires non désirées. Évidemment, à la fin, c'est la sécurité qui dépend en fait les trois ensembles, les trois défis précédents. Alors, pour faire ça, donc ça fait après une vingtaine d'années, voire 30-40 années de développement, on sait comment véhiculer les ARN. Jusqu'à présent, le plus développé, c'est plus les petits ARN, les siRNA qu'on a utilisés, mais on peut le faire aussi pour les ARN de plus grande taille, avec les mêmes technologies. Les problèmes, c'est les toxicités de ces lipides-là. Certaines peuvent déclencher les activations complémentaires quand on fait une injection. Comment le cibler de manière spécifique des tissus? Les défis de fabrication pharmaceutique, puisque si vous avez tous ces composants dans le véhicule, plus les ARN, et chaque composant doit être qualifié comme drug substance, donc avec des modes de fabrication de contrôle extrêmement stricts. Et après qu'on fait le véhicule, on fait encapsuler de ça, ça fait la stabilité de drug product et combien de temps de stable et ce qu'on appelle shelf life. Vous savez que aujourd'hui, ce qui est donné pour les ARN messagers, que ce soit Pfizer ou Moderna, pour le stocker, c'est moins 70 degrés ou moins 20 degrés pour 6 mois. Et après, une fois décongelé, il fallait utiliser très rapidement, mais peut-être ça peut être stocké plus long puisqu'on a peu de recul. Alors, si on modifie les structures à construction, on optimise et sur les ARN pour augmenter la stabilité et diminuer la réponse immunitaire non désirée, on peut améliorer le profil pharmaceutique. Donc, en fait, ça, c'est en gros pour montrer que si c'est quelque chose qu'on n'a pas optimisé, ben, ça se dégrade très rapidement. Et si on fait de différentes optimisations, on arrive à beaucoup améliorer le profil pharmacocinétique. Et c'est grâce à toutes ces années de développement, et vraiment on a de la chance que la technologie est mature, qu'on puisse développer aussi rapidement ce vaccin. Juste pour montrer que le messager, intrinsèquement, ça peut déclencher plein de réponses immunitaires, et selon la voie de transfection, que ce soit rentré directement ou sur des billes ou par des nanoparticules, ça peut déclencher des réponses différentes, puisqu'ils sont à différents niveaux, ça explose différemment dans les cellules, et que si on ne modifie pas, c'est ça, toutes ces réponses-là, et une fois optimisées, on peut avoir quand même des réponses que je dirais désirées
de manière beaucoup plus clean. Alors ça, il y a deux tableaux qui résument les développements de cette thérapeutique, majoritairement en cancer. Hein. Il y en a qui sont déjà allés jusqu'à phase 3. Et il y a une dizaine de développements de vaccins dans les HIV, dans les Zika et même dans la grippe, etc. Donc, on retrouve les acteurs connus, hein, Moderna, CureVac. BioNTech, en fait, jusqu'à présent, ils ne sont pas allés jusqu'à vaccin. Ils sont extrêmement opportunistes et ils sont jusqu'à présent optimisés pour se positionner pour le cancer. Et Moderna aussi. Et Moderna est aussi impliqué dans les stratégies de protéines de remplacement avec AstraZeneca. Translate Bio, le partenaire de Sanofi, s'est aussi placé jusqu'au début de pandémie sur ce créneau-là, pour le traitement de mycoviscidose. Donc, pour le développement de vaccins à base de l'ARN messager, donc les deux premiers qui sont arrivés, c'est ce type de construction, mais il y a d'autres constructions en cours, hein, ce qu'on appelle auto-amplification, c'est-à-dire en visant ajouter une cassette de auto-amplification de l'ARN. Donc du coup, en fait, on a besoin d'infecter peu de construction puisque ça peut s'amplifier dans les cellules. C'est peut-être les prochaines générations qui vont arriver. Donc avec les cellules humaines qui font l'expression et après fait les présentations, déclencher des réponses immunitaires. Alors, je vais d'abord présenter les résultats de vaccins BioNTech. Hein. C'est vraiment le développement, je dirais, un pur bijou. Hein. Je suis extrêmement impressionné par ce qu'ils ont fait. Donc, en fait, ils ont étudié deux variantes de construction. Une construction, il n'y a que la partie de receptor binding domain. Et une partie, c'est l'ensemble de protéines spike avec quelques modifications pour la stabiliser. Donc, en gros, la première construction fait les protéines sécrétées et là, vous avez une image de microscopie électronique. En fait, ces peptides-là sont assemblés en trimères quand ils sont excrétés. Et ça, c'est la forme ancrée sur les membranes. Et ils sont capables d'avoir de purification HPLC extrêmement propre, hein, de ces deux constructions. Donc, ils ont mené un développement préclinique et clinique jusqu'à phase 1 en side-by-side, côte à côte, avec ces deux constructions. Donc, ça, c'est juste pour vous montrer d'abord les études dans les souris, donc précliniques, de réponse à immunoglobine G, donc en fonction de dose. Donc vert, c'est la construction peptidique, rose, c'est l'ensemble de protéines, la cinétique de binding, et aussi les anticorps neutralisants. Voilà, ça c'est pour montrer, ils déclenchent aussi des réponses cellulaires, hein, donc les interférons gamma, IL-2, TNF, et c'est principalement des voies, ce qu'on appelle TH1, qui est vraiment la voie désirée pour faire le vaccin. Ça, c'est fait dans les singes macaques. Donc, on a vu les réponses humorales qui sont presque identiques, hein, que ce soit dans les peptides et dans les protéines. Et les protéines ont l'avantage de déclencher plus les réponses cellulaires. Et c'est aussi une étude, alors ça c'est une étude toujours dans les macaques, mais extrêmement intéressante. Ici, il compare la réponse sur le groupe de macaques naïfs, non vaccinés, et les macaques vaccinés. Donc en fait, ils vont administrer une dose de vaccin connue, ce qu'on appelle challenge vaccinal. Et on voit très bien chez les groupes naïfs, ça se développe, les anticorps neutralisants montent avec ce qu'il faut. Et par contre, dans le groupe vacciné, ça reste plat.
Donc ça, c'est pour les peptides, ça, c'est pour les protéines entières. Donc, c'est extrêmement probant comme étude préclinique, comme mécanisme d'action. Alors, je passe maintenant dans l'étude de phase 1. Dans l'étude phase 1, une étude, juste pour montrer, hein, si vous n'êtes pas familier avec l'étude, il y a déjà clinique, il y a déjà un protocole, et on recrute en fonction de ça, et on a des patients qui se présentent, des volontaires sains, et on fait un premier screening et on écarte ce qui ne sont pas conformes au protocole clinique. Et dans le cas de la phase 1 de BioNTech Pfizer, ils ont 195 volontaires qui sont conformes au protocole, et ils les séparent en deux groupes, en groupe 18 ans, 55 ans, et 65 ans et 80 ans. Et dans le groupe et pour la version peptide versus placebo, et pour la version protéines versus placebo. Donc, et dans le cadre donc il y a différentes doses, différentes quantités. Ils sont même allés jusqu'à 100 microgrammes hein, dans un cas donné. Et après ça, c'est juste pour montrer que c'est pas lisible, hein, juste pour montrer que ils font des renominations pour qu'il n'y a pas de biais dans le sexe ratio et dans le groupe ethnie, etc. Donc, pour que ce soit chaque groupe qui sont à peu près balancés. Il n'y a pas de biais, il n'y a pas de grand biais, puisque c'est quand même une phase 1. Ce qui est plutôt important, c'est dans la phase 3, où il ne faut pas qu'il y ait un biais. Alors, juste pour montrer en termes de tolérance, après la première injection, hein, donc on va regarder, c'est soit les douleurs, hein, au site de première injection. Donc ça, c'est ici, c'est le peptide. Voilà, ça, c'est les peptides. Ça, c'est les protéines en entier. Donc, on voit que principalement, c'est les douleurs à l'injection, que ce soit pour peptides ou pour protéines. Et ça, c'est dans le groupe 18 ans, 55 ans. Et pour le groupe âgé, c'est le même profil, mais je dirais que la réponse est un tout petit peu moindre. Pour les réponses systémiques, hein, que ce soit température, fatigue ou frisson, il y a des réponses qui sont dans les grades 1 et grade 2, donc c'est pas extraordinaire. Et ça, c'est dans le groupe âgé, un peu comme les réactions locales. Ils sont moins que les groupes adultes, que je dirais. Voilà. Alors, si on regarde l'immunogénicité, quand on regarde un peu les immunoglobulines, donc ça, c'est les peptides. Hein. On voit les premières doses, deuxième dose, 21 jours. Si on regarde que les immunoglobulines, que ce soit peptides ou protéines, je dirais qu'à la deuxième injection, ils sont tous arrivés à un niveau comparable au sérum qu'on trouve chez les patients qui ont été infectés. Donc, ça veut dire qu'ils ont déjà développé un niveau acceptable de protection par immunoglobulines. Mais si on regarde les anticorps neutralisants, ce n'est pas du tout le cas, puisque ce n'est qu'après la deuxième injection qu'on commence à trouver un degré d'anticorps neutralisants comparable au sérum de patients. Et donc, ça veut dire que la deuxième dose extrêmement est nécessaire pour retrouver un degré de protection complète. Et alors, dans ce papier qu'ils n'ont pas montré, mais ils ont mappé dans un autre papier, que la deuxième dose est aussi nécessaire pour déclencher la réponse cellulaire. Alors, sur la base de cette étude hein, de 195 patients, séparés en deux groupes, adultes et âgés,
ils ont trouvé que vous arrivez aussi à la même conclusion, hein, lorsque je voulais présenter le résultat, que la version protéine en entier est préférable, à la fois pour moins d'effets secondaires, notamment si on regarde la température, hein, réaction de fièvre, il y en a beaucoup de fièvre, beaucoup moins par rapport à ça. Alors l'explication est multiple, hein, puisqu'on a injecté la même quantité, hein, 30 microgrammes par exemple. Ça veut dire que comme il est plus léger, 5 fois plus léger, ça veut dire qu'en fait, ils ont 5 fois plus de produits, de protéines. Ça peut être une explication. Et aussi, c'est qu'ils ont utilisé 5 fois plus de vecteurs, des lipides. Vous verrez par la suite, pas mal d'inconvénients, ça vient de vecteurs. Donc, je dirais que c'est cohérent que en fait, la version de protéines en entier qui est préférable. Donc, ils ont lancé une étude en juillet en phase 2-3, hein, que je veux présenter ici, publiée début novembre. Donc, c'est aussi la stratification, sélection, etc. Il n'y a pas de biais. Hein. Regarde, on est arrivé à peu près 50% de mâles et femelles. Hein. Et en termes de groupe ethnie, hein, donc ils sont équilibrés. C'est une étude qui est menée dans 4 États, Argentine, Brésil, Afrique du Sud, aux États-Unis. Donc, ils sont bien équilibrés. Au niveau de l'âge, voilà, donc ils regardent aussi au niveau de l'âge et jusqu'à masse corporelle, hein, avec des index des gens qui sont au-dessus de 30, donc c'est-à-dire un peu plus obèses, quoi. À 30, on n'est pas encore très, très obèse. Donc, on regarde ici les réponses locales. Ça, c'est les réponses locales. C'est effectivement principalement les douleurs à l'injection. Sinon, c'est plutôt les fatigues, un peu de mal aux têtes, un peu de frisson, pas beaucoup de fièvre. Si on regarde un peu cette fois-ci l'efficacité, hein, donc au bout de ça, ce qui a été annoncé, hein, 95% d'efficacité vaccinale. Si on regarde un peu plus dans le détail, ça c'est séparé en termes de groupe de l'âge, 16 à 55 ans, supérieur à 55 ans, supérieur à 65 ans, supérieur à 75 ans. Donc, on peut regarder, même si tout ça, c'est intéressant puisque, en fait, quand on regarde l'efficacité vaccinale, dans cette étude-là, le groupe âgé n'est pas du tout moins efficace. Hein. Peut-être, on peut considérer globalement autour de 95%. On aurait pu penser que le groupe âgé qu'il est moins efficace. Et ce qui est le cas que je vais montrer dans le cas de Moderna, il est légèrement un petit chouïa en dessous. En termes hommes-femmes, c'est presque pareil. En termes de ethnicité, c'est à peu près pareil. Alors, curieusement aussi, c'est que les champs de couleur, hein, les Américains, les Afro-Américains sont mieux protégés, hein, dans le cadre de cette étude. Hein. En termes de pays, c'est à peu près pareil. Brésil, c'est un peu plus bas. Ils n'ont pas cité Afrique du Sud, peut-être ils n'ont pas recruté suffisamment. Alors donc, ils ont, ça c'est le plot sketchard, hein, ce qu'on montrait, etc. Ce qui est à retenir ici, c'est qu'en fait, si on est entre la première dose et deuxième dose, dans ce cas-là, on a une efficacité de protection vaccinale de 52%. 7 jours après la deuxième dose, ça monte à 90%. Ce n'est que bien après, on est à 95%. Ça veut dire qu'on peut considérer, dans le cadre de vaccins BioNTech, Pfizer, il faut attendre minimum 4 semaines pour avoir 90% de protection et un peu plus, 95%. Alors, pour le deuxième vaccin fait par Moderna, donc, alors, je vais présenter les études phase 1-2.
pareil, hein, donc ils ont finalement trouvé 45 volontaires sains éligibles. Donc ils ont séparé en 3 groupes, hein. Le groupe avec 25 microgrammes, groupe avec 100 microgrammes et groupe avec 250 microgrammes. Donc en fait, ils ont aussi regardé le suivi, hein. Ils ont tous pouvoir suivre l'ensemble de ces 3 groupes de 15 patients et analyser les résultats dans la plupart de presque tous les volontaires sains. Donc ça veut dire qu'une étude complète, il n'y a pas trop de déchets en cours de ce qu'on appelle drop-out au cours de phase clinique. Donc, en termes de caractéristiques des patients, donc c'est relativement équilibré, hein, puisqu'on est dans les petits groupes, hein, on est quand même relativement équilibré autour de 50% en termes d'âge, en termes de ce qui est relativement jeune, hein, c'est un groupe qui est jeune, il n'y a pas d'âgé pour cette phase 1. Et donc, en fait, ils sont très bien, hein, ils sont en masse corporelle autour de 25, hein, c'est génial, c'est très bien. C'est rare pour les Américains, ils sont jeunes. Et donc, ça veut dire que bon, il y a un biais de phase 1 par rapport à la population générale, hein, ce qui n'est pas le cas pour la phase 1 de BioNTech. En termes de réponse vaccinale, que ce soit local et systémique, c'est pas très différent par rapport à BioNTech. Il est clair qu'il y a plus de réaction à la très forte dose, à 250 microgrammes, jusqu'à phase 3, jusqu'à grade de 3, qui est quand même significatif. Et en termes de réponse immunitaire, hein, pour les anticorps, ça c'est les immunoglobulines, on voyait très bien que pour leur étude, c'est une injection séparée de 4 semaines, donc 28 jours. Donc ils ont analysé 15 jours, 29 jours, et après jusqu'à 57. Donc vous voyez très bien, en termes de réponse de immunoglobulines, c'est comme l'autre. Dès le 2e semaine, voire peut-être un peu avant, puisqu'il n'y a pas d'analyse avant, qu'on a une réponse correcte de immunoglobulines qui correspond à la partie inférieure de sérum de patient. Voyez. Et par contre, quand on regarde les anticorps neutralisants, ça commence à décoller à 37 jours, quelle que soit la dose, hein, et qui arrive au niveau de sérum de patient. Donc, ça veut dire qu'effectivement, il faut avoir la 2e dose pour avoir les anticorps neutralisants. Alors, dans cette étude, dans la même étude, ils ont regardé les réponses cellulaires pour la dose 25 microgrammes et 100 microgrammes. Vous voyez très bien que, au bout de jusqu'à 29 jours, ça ne décolle pas tellement, hein, pour que ce soit pour le 25 microgrammes ou 100 microgrammes, et ça décolle franchement à 43 jours, hein, c'est-à-dire 2 semaines après la 2e dose, avoir des réponses, et sont des réponses principalement la voie TH1, ce qui est la voie à rechercher. Je ne vais pas vous dire pourquoi, parce que ça va m'amener un peu trop loin. Donc, sur la base de ces études-là, bon, ils ont conclu que c'est le 100 microgrammes, hein, qui sera utilisé parce que c'est une bonne profil de tolérance et ça permet de déclencher une réponse complète humorale et cellulaire. Donc, ils ont lancé 2 études phase 2 et une étude phase 3, étude phase 3 avec 100 microgrammes, qui a amené à leur soumission tout récente. Voilà. Alors, l'étude phase 3, pareil, hein, donc ils ont 30 000 patients, donc ils ont séparé en 2 groupes, hein, et ils ont pu finalement, après screening, avoir 14 134 dans un groupe, hein, avec et 14 073 dans l'autre. Voilà. Et là, c'est un grand tableau qui montre qu'il n'y a pas de biais, hein, comme les autres études. En termes de réaction locale,
c'est principalement douleur liée à l'injection. Œdéma, gonflement, les autres sont négligeables. En termes de réponse systémique, c'est maux de tête, fatigue, voilà, en gros, mais c'est quand même dans des proportions acceptables, puisqu'il y a très peu de grade 3. Et là, c'est aussi pour montrer qu'ils sont à 95% efficaces. Alors, ce qui est important ici, c'est ils ont 94% pour l'ensemble de patients. Si on regarde en fonction de groupe, inférieurs à 65 ans sont 95,6. Pour le groupe âgé, 86,4. Hein. Bon, il y a quand même 10% de différence, ce qui est attendu, parce que quand on est âgé, on a des réponses immunitaires affaiblies. Ils ont regardé ça dans le groupe à risque, avec le groupe adulte sans risque, avec risque, et le groupe âgé, hommes-femmes, à risque ou pas à risque. Et en termes de ethnie, effectivement, ils ont aussi trouvé que quand on est gens de couleur, on est mieux protégé. Voilà, mais qui n'est pas 100%. Donc voilà, donc je vais montrer l'ensemble des données. Hein. Ce sont ces données-là qui ont conduit à leur autorisation d'utilisation en période d'urgence. Et donc ça, ce que je vais montrer, c'est la synthèse des données. Je pense à les agences de médicaments. Ils ont reçu les analyses de l'ensemble de patients, 30 000 patients, pour la phase 3. C'est sur ces bases-là, ils ont donné un avis favorable. Donc, alors, comme on parle beaucoup de problèmes de sécurité et surtout liés à allergie, comme le Pfizer a été premier approuvé, donc ils sont maintenant avec plus de recul. Aujourd'hui, l'effet principal, c'est ce qu'on appelle les chocs anaphylactique, donc c'est une choc allergie grave. Et en termes d'occurrence, c'est 1 pour 100 000, donc c'est 10 fois plus par rapport à d'autres vaccins, c'est 1 pour 1 million. Alors juste 1 pour 100 000, c'est-à-dire 10 pour 1 million, d'aller chercher d'autres données pour montrer que le même choc anaphylactique, on observe 100 par million d'anesthésie et 80 par million d'allergies alimentaires. C'est-à-dire c'est quand même 8 fois moins qu'une allergie alimentaire sévère. Ça plante le décor, c'est quand même ça. En fait, donc, ils ont développé tout un roadmap de safety qui est montré ici. En gros, pour faire court, c'est que combien même vous êtes très allergique, etc., vous savez que vous êtes en risque, et dans ce cas-là, faites-vous vacciner dans un centre hospitalier, et que, en fait, jusqu'à présent, le temps moyen de réaction, de déclenchement de ça, c'est de 11 minutes. C'est pour ça, dans les centres de vaccination, on demande que les gens restent 15 minutes avant de partir. Donc, en fait, si vous restez dans un milieu hospitalier, et dès lors que vous avez cette réaction-là, une injection de adrénaline suffit pour arrêter de ça. Donc, c'est quelque chose qu'on sait contrôler très très bien. Donc, c'est pas un frein pour ça, mais simplement, il faut savoir quoi. Donc, en fait, les composés qu'on soupçonne qui dans le cas des excipients utilisés pour les vaccins l'ARN, c'est les protéines glycols 2000, donc poids moléculaire de 2000, Alton, et on pensait qu'il est potentiellement possible que les excipients utilisés pour les adénovirus ou les protéines
des polysorbates 80 ou 20 puissent aussi déclencher ces choses-là. Alors, il y a une autre possibilité pour les gens qui sont extrêmement intolérants à ça, ben, c'est d'utiliser les autres vaccins, par exemple les vaccins inactivés. A priori, il n'y a pas ces excipients-là, mais ils ont aussi d'autres adjuvants classiques. Voilà. Donc, disons que voilà. Donc, je pense que j'ai abordé l'ensemble de points. Ben, je suis à votre disposition pour vous répondre si jamais je sais répondre. Hein. Il y a Isabelle Florent qui veut poser des questions. Alors, je mets mon micro. Oui. Bon, vous m'entendez? Oui. Merci beaucoup. Vraiment. Du coup, j'ai une question sur le délai, parce que en fait, ils l'ont augmenté à 42 jours entre première et deuxième injection pour pouvoir vacciner plus de gens. Et quel est, à ton avis, du coup, l'impact sur le manque, enfin, ça m'a l'air peut-être problématique, en fait, après t'avoir écouté. En fait, c'est qu'on ne sait pas, puisque c'est pas dans les deux essais, un cas c'est 3 semaines, l'autre c'est 4 semaines. On ne sait pas, est-ce que quand on prolonge, on est capable de déclencher les anticorps neutralisants et les réponses cellulaires aussi bien que ce qui est désigné dans leur étude. C'est ça le principal souci. Tant qu'on n'a pas fait, on ne sait pas. Et les deux sociétés sont fermes. Hein. Eux, ils ne recommandent pas. Hein. C'est sûr que si les pouvoirs publics font ça, si jamais il y a que l'efficacité vaccinale est moins bonne, ils s'en lavent la main. Ils ont raison. Et que c'est aussi dire que les patients, les gens qui se sont vaccinés, qui ont reçu une première dose, ils sont au mieux protégés 50%. Il faut savoir. Voilà. Donc je ne sais pas, c'est tout ce que je peux te dire. Je me suis posé la même question. C'est très inquiétant, je trouve, moi. Mais bon. Moi, je trouve que je comprends la nécessité, mais il faut faire les choses correctement, quoi. Mais après, moi, je ne suis pas politique. Donc voilà, j'exprime simplement l'opinion scientifique. Je crois que tu es partagé. C'est ta vie. Là. Oui, merci. Voilà. Alors, il y a Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour Jackson et merci beaucoup pour cette belle synthèse qui est à la fois rassurante et finalement pas très inquiétante, donc c'est très bien. J'ai une question sur la différence de stabilité entre les deux, Moderna et BioNTech. D'après ce que tu as dit, je crois présumer que ça pourrait être dû à la façon dont il est stabilisé, administré, c'est-à-dire par des vésicules, par des nanoparticules ou autres. Est-ce que c'est ça qui justifie que l'un se garde uniquement vers moins 70, moins 80 et l'autre un petit peu plus haut, ou est-ce que c'est autre chose? Bah, je pense que c'est ça. Je pense que c'est pas le même lipide qu'ils ont utilisé, donc la formulation est différente. Je suis quand même étonné qu'il y ait une différence de stabilité entre moins 20 et moins 70. Mais je pense qu'ils ont choisi ça, c'est qu'ils ont déjà fait les tests chez eux, qu'ils ont trouvé cette différence-là. Voilà. Je dirais que je sais que Pfizer avait dit qu'il voulait faire une étude de faire le produit lyophilisé. Et si on sait faire les produits lyophilisés, et avec des cryoprotectants, hein, et ça sera beaucoup plus simple, hein, parce que si c'est poudre, il suffit de reconstituer extraporané pour faire. Je sais que c'est pas pratique, c'est pas facile, parce que du temps de DNA thérapeutique, pour notre produit, on avait dans un premier temps exploré les vecteurs, à peu près les mêmes vecteurs. C'est extrêmement la stabilité. En fait, c'est que non seulement il faut préserver ces nanoparticules qui ont des tailles de bien définir, et que en fait ces nanoparticules dans le temps, ce qu'il veut, c'est qu'il veut se fusionner ensemble, et du coup
change complètement la formulation. Donc, c'est ça qui impose ces conditions de conservation extrêmement strictes. Et la lyophilisation, ça veut dire et la resuspension pour restituer la même dispersion extrêmement techniquement difficile. Nous, on avait testé sur les oligonucléotides, on n'est pas arrivé. Ça explique pourquoi on a complètement abandonné cette stratégie-là. Mais je dirais aussi, ouais, il y a peut-être différentes voies de votre vectorisation possible. Mais pour c'est quand même un acide amine, c'est un ARN long, hein, puisque si on dit que c'est le gène, il fait 1800 acides aminés, ça veut dire qu'avec l'ensemble de cassettes en amont, en haut, il va avoir 8000 nucléotides, hein, ou à 10 000. Donc c'est quand même un truc extrêmement gros, quoi. Donc je pense pas qu'ils puissent utiliser les technologies qu'on a utilisées au véhicule, notre molécule, hein, avec des cholestérols. Ils sont condamnés à utiliser les vecteurs, je crois. Okay. Merci beaucoup. Isabelle, est-ce que tu peux enlever ta main? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, il y a Jessica. Oui, bonjour, Jessica Thévenot, je travaille à l'UMS Patrinat. Je suis un peu novice dans le domaine de la génétique, je me souviens plus très bien de mes cours de SVT, donc désolée. Mais j'avais une question par rapport à ces inquiétudes qui règnent sur le fait que est-ce que l'ARN pourrait intégrer notre ADN par la suite, et est-ce que ça peut avoir des conséquences sur les chromosomes, voilà, sur la suite? La réponse est non. Alors, il y a une famille de virus qui est capable de faire ça, dont le plus connu est le HIV, mais qui est la structure complètement différente. C'est un virus à l'ARN double brin, avec toutes les cassettes pour faire la reverse transcription, pour faire l'intégrase, etc. Donc, l'ARN, ce qui est introduit ici, c'est un ARN simple brin, et je vais vous démontrer la construction. Il n'y a que la protéine spike, il n'y a pas d'autre chose. Donc, combien même qui s'est rentré dans le noyau, qui n'a aucun moyen de faire cette reverse transcription et intégrer dans le génome. Donc, c'est impossible. D'accord, merci à vous. Ouais, Jean-François? Oui, Étienne Sen, encore merci pour cette très belle présentation. Donc, et moi, je voulais revenir sur un point, effectivement, sur la partie protection de la contamination. Effectivement, tu as expliqué au début le rôle des IgA1 pour les intranasales et puis pour les intramusculaires. Et c'est vrai que c'est ça souvent un des points critiques. Et j'ai dû voir dans la presse, mais je n'ai pas vu les données, qui avait apparemment des données relativement rassurantes pour la contamination qui venait d'Angleterre, en fait, pour l'effet neutralisant, en fait. Je ne sais pas si tu en sais davantage ou… Non, parce qu'en fait, je surveille la littérature, donc je me méfie des interviews et des déclarations, etc., quoi. Par exemple, je dis rien sur le vaccin AstraZeneca. La première étude, comme vous savez, hein, donc il y a eu un accident, c'est-à-dire qu'il y a un petit groupe qui a reçu la première dose, qui est la moitié dose, et que curieusement, je crois c'est 1000 volontaires, qui ont une degré de protection plus large, 90%, par rapport les deux full doses, qui a une degré de protection de 68%, je crois. Donc, et après, ils ont relancé une étude aux États-Unis, que la déclaration de leur CEO dit qu'ils ont trouvé la formule magique. Bon, moi, je m'en fous, la formule magique, il me faut les données, quoi. Oui. D'ailleurs, il était autorisé uniquement en temporaire en Angleterre, et là j'ai vu que l'Union européenne avait reçu une demande d'autorisation de marché. Voilà, exactement. Donc on en saura davantage, à mon avis. On saura davantage.
si je devais faire une pronostic, je pense que l'Union européenne va se prononcer sur le schéma où ils ont les deux faux doses hein, à 80 à 68% d'efficacité. Je vois mal, à moins qu'ils aient le temps de compléter une étude en bonne et due forme, ce qui n'est pas le cas puisque c'est en cours aux États-Unis, avec première partie moitié dose et deuxième partie dose complète. S'ils peuvent montrer ça, c'est intéressant, mais ça pose beaucoup de questions, quoi. Je vais demander des virologues, les gens ne comprennent pas, quoi. Bon, bah écoute, encore merci pour cette mise au point. Bon, bah, s'il n'y a pas de questions, donc j'espère que cet exposé, hein, comme je disais, vous a donné un peu de sérénité, un peu d'espérance, hein, donc que vous puissiez faire votre décision à la lumière de ces données scientifiques, quoi. Merci beaucoup. Ah, Merci. Merci. il y a Fabienne qui te Super, veut poser merci. une question. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Merci. et bonne année. Merci, bonne année à tous. Pardon, Jianqing, j'ai levé la main un peu tard. Je ne sais pas si tu m'entends. Oui, vas-y, je suis toujours là, vas-y. Quand même une petite question qui est plutôt d'ordre pratique, puisqu'il y a quand même au moins une formulation qui a l'air très efficace. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une espèce d'accord de production des vaccins sous licence? Par exemple, pourquoi Sanofi n'irait pas produire le vaccin BioNTech Pfizer sous licence? Est-ce que tu as une idée de ça? Ou ça paraîtrait logique vu l'urgence de la situation, non? Ah oui, c'est en fait, je crois que c'était Sanofi avait annoncé ça. Je ne suis pas dans le secret. Il est possible, ah oui, compte tenu de quantité, il faut produire. En fait, je pense que le vaccin, ça va peut-être protéger les pays développés d'ici la fin d'année, cette année, dans le meilleur des cas. Mais on est loin de sortir de la pandémie, hein. Pour sortir de la pandémie, il faut protéger la population mondiale, hein. Bien sûr. Donc, J'imagine que Sanofi a les moyens de produire ce vaccin, cette technologie-là. Tout à fait. Et je sais que Moderna fait une partie de production en France, ce qui a été annoncé par Véran, ce que j'avais entendu aussi à la radio. Mais ce que je crus comprendre, c'est plutôt la partie de ce qu'on appelle fine et finish. C'est la partie de fabrication de embouteillage. Donc en fait, en gros, les drug substances et les drug products, c'est fait aux États-Unis et je pense qu'il est fait à Lonza, il est fait en Suisse et après, embouteillage, il est transféré dans une usine en France, quoi. D'accord. Okay. Mais ça peut être aussi une partie de sous-traitance, peut-être les industriels veulent garder la main sur le drug product pour qui est la plus valorisant, quoi. Et aussi en termes de protection industrielle et qui est plus sécurisant, quoi. D'accord. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. À bientôt. À bientôt. Il y a Caroline. Oui, bonjour. Merci pour la présentation. J'ai une petite question qui est peut-être un peu naïve, je ne sais pas, mais est-ce que ça ne serait pas possible de faire les vaccinations intranasales? Parce que d'après ce que j'ai compris, ça fait aussi qu'il n'y a pas de possibilité vraiment de transmission. Ou est-ce que c'est vraiment tellement désagréable, on ne peut pas s'imaginer? Alors, je ne sais pas. Je pense que le développement de formulation intranasale, il est très différent. Donc, je ne sais pas si c'est compatible avec l'ARN messager. Donc, en fait, c'est possible. Il faut faire les développements de formulation. Et après, il faut faire les essais cliniques, hein, même des essais cliniques empilés. Mais il faut le faire, quoi. Pour l'instant, ce qui a été développé, on ne peut pas utiliser par le voie nasale. On ne sait pas c'est quoi le résultat. Ok, merci beaucoup. Une dernière question?
Bon, bon appétit. Et, donc, au prochain séminaire à Vive. Hein, donc, dans le webinaire à Vive, on va parler de la science. Il peut y avoir des sujets très pointus, mais aussi passer des sujets un peu plus général du genre ce que j'ai fait aujourd'hui, quoi. Donc, vous serez aussi informés. Voilà. Donc, bonne année et donc à la prochaine. Hein. Je serai ravi de vous rencontrer physiquement cette année. Probablement après printemps. Allez, au revoir. Au revoir. Merci. Merci Au revoir. Merci Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. D'accord. Au revoir. Au revoir.